Bonsoir à tous, merci d'être venus. Donc aujourd'hui, nous vous proposons une conférence sur Wikipédia, organisée dans le cadre du mois du logiciel libre, qui est organisé par l'atelier multimédia de la BFM, et qui est destinée, manifestation qui est destinée à promouvoir donc l'utilisation des logiciels libres. Donc dans ce cadre, nous avons souhaité vous proposer une conférence sur Wikipédia pour comprendre d'une part ce que c'est, comment elle fonctionne. Et donc c'est Adrienne Alix, directrice des programmes de Wikipédia France, qui va vous faire cette présentation. Bonsoir. Hop, bonsoir. Ça va mieux. Merci d'être venu pour découvrir peut-être un petit peu plus comment fonctionne Wikipédia, que vous connaissez probablement en tant que lecteur. Peut-être un petit peu moins comment ça fonctionne et quelle est sa place dans le système d'Internet, comment ça s'est créé, qui sont les gens qui contribuent, comment est-ce qu'on peut le faire. Peut-être juste pour situer un petit peu, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà contribué sur Wikipédia? Ah, il y en a quand même déjà, c'est bien. Les autres, donc peut-être vous avez plus un regard de lecteur qui, en cherchant dans son moteur de recherche favori la réponse à une question qui peut être à la fois sur une ville, sur un personnage, sur une série télévisée, un joueur de foot, tombe invariablement sur Wikipédia dans les 2 ou 3 premiers résultats de Google, de Bing, de Yahoo, etc. Et en se demandant peut-être un petit peu ce que c'est que ce site internet qui semble truster un peu toute l'information, une bonne partie de l'information sur internet. Donc voilà, donc mon objectif c'est de vous présenter un peu comment ça fonctionne, de vous montrer aussi comment vous pouvez y participer. Et puis je vais également passer alors un peu plus rapidement sur d'autres projets qui fonctionnent de la même manière et qui font partie du même mouvement et qui couvrent d'autres champs de la connaissance. Et puis après, par un jeu de questions, on pourra approfondir tel ou tel sujet suivant ce qui vous intéresse. Donc je vais peut-être commencer par un petit retour sur les encyclopédies en général. Enfin, ça va être très rapide, hein, ce n'est pas une étude exhaustive. Mais d'où vient Wikipédia? Wikipédia fait partie d'un mouvement qui existe depuis le XVIIIe siècle, grosso modo. Ça a commencé un tout petit peu au XVIIe siècle, qui est un genre littéraire qui apparaît, qui est le genre du dictionnaire ou de l'encyclopédie, qui a pour vocation de décrire le monde de manière factuelle, avec des entrées, généralement classées par ordre alphabétique ou par thématique, qui vont traiter un sujet après l'autre qui concerne la description du monde en général. Alors l'encyclopédie la plus connue, c'est celle de Diderot et d'Alembert, qui a été écrite au milieu du XVIIIe siècle, et qui est un ensemble d'articles écrits par des personnes différentes, mais la plupart du temps identifiées. Il y a quelques anonymes, mais avec des auteurs dont on sait à peu près qui a écrit les articles. C'est une encyclopédie collective, donc écrite par plusieurs auteurs, mais pas collaborative, dans le sens où chaque auteur va écrire un article, mais chaque auteur reste bien l'auteur de son article, et puis avec une direction éditoriale qui va donner un sens général à l'ouvrage. Et vous le savez que l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert est un des moments forts des Lumières et porte un message de progrès, d'anticléricalisme. Enfin, il y a quand même une ligne éditoriale assez marquée. Je fais un énorme saut jusqu'aux années 1990 parce qu'en fait, les encyclopédies du 19e sont des encyclopédies assez traditionnelles qui décrivent par des entrées le monde. Et puis, dans les années 90, on commence à voir arriver un autre type d'encyclopédie, dont un des exemples est les encyclopédies multimédia sur CD-ROM, qui vont faire intervenir une navigation différente, c'est-à-dire qu'on va pouvoir passer d'un article à un autre par des liens à l'intérieur du CD-ROM. On va pouvoir naviguer de manière un petit peu différente, alors que dans une encyclopédie papier, on vous fait référence à un mot, c'est à vous d'aller chercher la bonne page, de retrouver la bonne entrée, etc. Donc ces encyclopédies multimédia, elles se sont multipliées, elles étaient très présentes dans les CDI, dans les écoles, elles étaient dans les bibliothèques, etc. Et elles apportaient déjà beaucoup plus de connaissances avec des cartes, avec des illustrations, des choses qui n'étaient pas dans des encyclopédies papier traditionnelles. Arrive ensuite, à partir du milieu des années 90, Internet, qui va donner encore une nouvelle dimension à la diffusion de la connaissance.
connaissances en permettant de faire, d'une part, de faire des liens beaucoup plus massifs et de faire intervenir des pages, de faire se corréler des pages entre elles. Et puis aussi, les débuts d'Internet, c'est un moment où à peu près tout est possible. Et tous les projets, fin des années 90, début des années 2000, c'est l'explosion de la bulle Internet. Alors il y a plein de startups qui se sont montées, des entreprises qui se sont montées, mais il y a aussi des projets qui se sont montés et qui ont tiré parti de toutes les possibilités d'Internet. Et à la fin des années 90, un peu dans différents endroits, les gens ont eu l'idée de créer une encyclopédie sur Internet. Alors, les gens le pensaient un petit peu différemment, ça s'est beaucoup fait dans les universités américaines, les gens pensaient comment est-ce qu'on pourrait créer une encyclopédie. Et puis, un homme d'affaires américain qui s'appelle Jimmy Wales a décidé de mettre ça en action. C'était un peu sa passion, les encyclopédies, alors que dans la vie, il s'occupait de sites internet assez variés, de moteurs de recherche, etc. Et il a décidé de mettre sa fortune personnelle qu'il avait acquis dans ses startups dans un projet d'encyclopédie sur Internet. Son projet, il l'a appelé newpedia.com, new dans le sens, c'est écrit NU, mais l'idée c'est de dire une nouvelle encyclopédie avec la racine grecque. Et dans son idée, c'était toujours une encyclopédie traditionnelle, écrite par des spécialistes d'un sujet, qui soit identifié, mais qui travaillerait depuis n'importe où dans le monde à partir du moment où ils étaient capables de travailler sur le même site. Et cette encyclopédie aurait été librement distribuable, diffusable à tout le monde. Donc il crée ce projet avec un étudiant en philosophie, un doctorant qui s'appelle Larry Sanger, en 2000. Et il commence à faire appel à la communauté scientifique pour rédiger des articles sur ce projet d'encyclopédie. Et puis il se trouve que ça n'avance pas très très vite parce qu'au bout d'un an, il n'y a toujours qu'une vingtaine d'articles qui sont réellement écrits et le système est assez lourd. Autant Internet est un monde extrêmement ouvert et rapide, mais leur projet d'écriture par des spécialistes reste quelque chose d'assez lourd. Il faut revoir les articles, les relire, les faire valider, etc. Et donc ils prennent connaissance au tout début de l'année 2001 d'un logiciel assez révolutionnaire qui s'appelle le Wiki, qui a été créé quelques années auparavant et qui permet à n'importe qui d'intervenir sur une page web sans inscription ou sans validation préalable et de modifier en ligne un texte, et on peut être plusieurs à modifier la même page. C'est quelque chose à l'époque d'assez révolutionnaire, aujourd'hui un peu moins parce que ça c'est des blogs, Facebook, Twitter, etc. On écrit, ça arrive en ligne directe, mais c'était pas du tout le cas il y a une douzaine d'années. Et donc il décide de créer une sorte de brouillon de Newpedia qui serait basé sur ce logiciel, ce wiki, qui serait ouvert absolument à tout le monde, où on créerait des ébauches d'articles qui pourraient ensuite inciter des spécialistes à venir écrire des articles plus fouillés. On ne perd pas l'idée de Newpedia, mais on se dit on va essayer d'ouvrir un petit peu plus sur une sorte de brouillon. Et donc ils ouvrent le 15 janvier, je crois, 2001, ce Wikipédia qui serait censé dynamiser un petit peu le projet. Et puis assez rapidement, Wikipédia devient beaucoup plus complet, il attire beaucoup plus de monde et il y a beaucoup plus de contributeurs sur Wikipédia que sur Newpedia. Et donc assez rapidement, c'est Wikipédia qui prend le dessus avec du coup un système de fonctionnement un peu différent parce que c'est ouvert absolument à tout le monde. Très rapidement, ça prend dans la communauté scientifique américaine. Et puis, dès le mois de février-mars, il y a des Allemands qui créent une version en allemand, il y a des Français qui créent une version en français, en catalan, ensuite en italien, en espagnol, en russe, enfin, toutes les langues comme ça commencent à se créer. Et puis en 2003, Newpedia, les serveurs tombent un jour et puis personne ne les relance. Et finalement, il n'y a plus que Wikipédia qui existe et qui petit à petit a pris une grande place dans le web. Donc voilà un peu l'histoire de la création de Wikipédia, qui est donc un truc pas prévu du tout au départ et qui finalement fonctionne plutôt bien. Donc je vais avancer un petit peu et puis décrire maintenant ce qui est Wikipédia, parce que même si c'est né un peu par erreur, au final ça a donné un projet assez cohérent et avec des valeurs, des principes qui tiennent depuis maintenant une douzaine d'années. Donc Wikipédia, c'est d'abord une encyclopédie. Ça veut dire que c'est pas un blog, c'est pas un annuaire, c'est pas un site de presse, c'est pas un site d'opinion, c'est un projet qui a pour but de diffuser des connaissances et qui a trois principes, trois caractéristiques. La première, c'est qu'elle est collaborative et ouverte à tous. Donc collaborative, c'est pas tout à fait la même chose que collectif.
Ça veut dire qu'on va le faire en collaboration les uns avec les autres. On va pouvoir travailler les uns et les autres sur les mêmes textes et je peux travailler sur les textes d'un autre. Ouverte à tous, dans le sens où on ne va pas avoir de barrière à l'entrée pour contribuer. La qualité d'un contributeur, c'est la qualité de ses contributions et non pas la qualité de son CV. On ne demande pas aux gens qui ils sont avant de contribuer. C'est vraiment ouvert à n'importe qui. Quelqu'un qui contribue bien n'a pas besoin d'avoir un CV long comme le bras. La deuxième caractéristique, c'est qu'elle est diffusée sous licence libre. Donc c'est là qu'on rejoint la question du logiciel libre, c'est-à-dire que dans un système traditionnel, vous êtes un auteur, vous avez des droits sur votre production et si quelqu'un veut la réutiliser, il doit vous demander votre autorisation, éventuellement vous payez une redevance et ensuite il pourra l'utiliser dans un cadre très précis. Le principe des licences libres et notamment des licences Creative Commons sur lesquelles les textes de Wikipédia sont diffusés font qu'à partir du moment où vous contribuez, vous mettez d'emblée vos textes dans un régime qui permet à n'importe qui de les réutiliser, de les modifier, de les corriger, de les diffuser comme il le souhaite, ce qui est absolument essentiel parce que si sur un article vous avez besoin de changer un morceau de texte, de le remodeler, de le réécrire différemment, il faut que vous puissiez le faire sans avoir besoin de demander aux 45 auteurs précédents si vous avez le droit de changer une virgule. Donc au départ c'est quelque chose de très pragmatique et puis finalement c'est devenu aussi des valeurs qui sont les valeurs de diffuser la connaissance sans mettre de barrière à cette diffusion. Ce n'est pas payant, ce n'est pas limité à un certain nombre de personnes, ni pour contribuer, ni pour lire. Donc c'est extrêmement important d'avoir une connaissance qui puisse se produire et se diffuser de manière libre. Et puis la troisième caractéristique de Wikipédia, c'est qu'elle est multilingue, c'est-à-dire qu'elle se diffuse dans toutes les langues qui peuvent exister. Elle peut potentiellement se diffuser dans toutes les langues qui existent. Alors c'est loin d'être le cas, hein. Il y a entre 5 et 8 000 langues dans le monde et on en est qu'à 285 Wikipédia différentes, mais ça en fait quand même le projet le plus multilingue d'Internet, avec la plus grande variété de langues. Et quand on s'intéresse un petit peu aux langues et aux cultures qui vont avec, c'est quand même assez important de pouvoir diffuser la connaissance dans sa langue maternelle, et c'est une valeur qui est extrêmement importante, de se dire qu'une langue porte toute une culture, toute une vision du monde, et que c'est important de pouvoir accéder à la connaissance et produire la connaissance dans sa langue. Donc, le français n'est pas la langue la plus menacée au monde, mais par exemple, des gens qui parlent une petite langue, une langue pas très parlée, c'est important qu'ils puissent conserver et transmettre leurs connaissances et leur savoir dans leur langue. Donc tout est fait pour le favoriser. Voilà, donc quelques petits chiffres pour donner une idée de ce qu'a donné ce projet. Donc 2001, la création de Wikipédia en anglais et puis très rapidement dans d'autres langues. Et puis aujourd'hui, on a à peu près donc 285 éditions linguistiques autonomes, dont une cinquantaine ont plus de 100 000 articles. Certaines ont juste quelques milliers d'articles, d'autres, comme la Wikipédia en anglais, on a plus de 4 millions. Ça dépend vraiment de la communauté qui est derrière et qui rédige les articles. Pour donner une idée, alors toute comparaison portant son lot d'erreur, une encyclopédie de type universaliste, par exemple, contient à peu près 40 000 articles qui vont tous être d'un niveau minimal assez élevé, mais ça donne à peu près 40 000 entrées différentes. Là, on a une cinquantaine de langues qui ont plus de 100 000 entrées et 4 qui ont plus d'1 million d'articles. Donc la Wikipédia en anglais, en allemand, en français et en néerlandais, sachant que derrière le russe, l'italien, l'espagnol, le portugais suivent très très près du million d'articles. Donc la Wikipédia en français a aujourd'hui à peu près 1 360 000 articles, et ça bouge en ce moment, il doit y avoir des articles qui se créent parce qu'il y a à peu près 200 à 300 nouveaux articles par jour. Et je dis bien la Wikipédia en français parce que le principe de Wikipédia est de fonctionner par langue et non pas par pays. C'est-à-dire que la Wikipédia en français rassemble des contributeurs francophones qui viennent de France, de Suisse, de Belgique, du Québec, d'Afrique, de vraiment partout. Et on a également des Wikipédias en occitan, en alsacien, en breton, en corse, en basque, quelle que soit la langue. Donc on n'est pas sur une notion de pays, on est sur une notion de langue. Voilà un peu pour quelques bases sur Wikipédia, on va voir après de manière un peu plus profonde. Et puis, ce que je voulais signaler aussi, c'est que autour de Wikipédia
se sont créés au fil des années plusieurs projets qui couvrent d'autres manières de transmettre la connaissance et qui ont pu se créer parce que le projet initial a évolué. Donc je vous parlais de Jimmy Wales et Larry Sanger. Donc au départ, c'est le projet d'un homme d'affaires, d'une personne seule qui finance seule ce projet. Et puis en 2003, Wikipédia commence à prendre pas mal de place. Ça commence à coûter un peu d'argent aussi en serveurs, etc. pour l'héberger. Et puis Jimmy West ne souhaitait pas que ça reste sa chose, mais souhaitait que ça devienne une sorte de bien commun. Et donc a transmis l'hébergement et la propriété, on va dire, des noms de domaine de Wikipédia à une fondation, ils ont créé une fondation qui s'appelle la Wikimedia Foundation et qui est basée à San Francisco, qui est une fondation américaine. Ça ressemble un peu à une association Web 1901 en France, donc à but non lucratif, etc. Et qui héberge depuis 2003 Wikipédia dans toutes les langues. Et cette fondation a permis ensuite de créer, d'héberger, de maintenir un certain nombre d'autres sites qui sont tous ceux qui sont dans la petite ronde que je vous ai mis là. Alors je ne vais pas tous les détailler parce que ce serait un petit peu long, mais il y en a un certain nombre qui sont particulièrement intéressants que vous connaissez peut-être. Il y en a un qui s'appelle le Wiktionnaire, qui est un dictionnaire qui fonctionne de la même façon que Wikipédia, qui est ouvert à tous et qui donne des définitions, qui en français compte aujourd'hui un peu plus de 2 millions d'entrées différentes, et qui a la particularité d'être complètement multilingue, c'est-à-dire qu'il va vous donner des définitions en français de mots français. Je ne sais pas, j'ai le mot bateau et je vais avoir la définition, comme dans un dictionnaire classique, avec en plus les atouts du web, c'est-à-dire qu'on peut avoir la prononciation du mot bateau en français du Québec, pourquoi pas en français du sud de la France. Enfin bon, on va avoir plusieurs prononciations différentes. On va avoir les traductions de ce mot bateau dans d'autres langues. Et puis, on va aussi avoir des définitions en français de mots étrangers. Je peux avoir un mot, je ne sais pas, en malgache, soit qui n'a pas de traduction totalement équivalente en français, soit qui nécessite d'avoir une explication particulière. Mais je peux avoir la définition de ce mot en français et l'entrée est un mot malgache. Donc il y a à peu près 7000 langues différentes qui sont représentées sur le Wiktionnaire. Deuxième projet qui est intéressant, c'est Wikisource, qui est une bibliothèque de textes libres, c'est-à-dire soit des textes qui sont publiés sous licence libre, soit des textes qui sont dans le domaine public, pour lesquels il n'y a plus de droits d'auteur. Et de la même façon, un peu de la même façon qu'un site comme Gallica, que vous connaissez peut-être, qui est la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale, Wikisource apporte des scans, des numérisations de textes de livres anciens, sauf qu'on pratique dessus, on fait passer dessus un logiciel de reconnaissance de caractère qui donne la transcription du texte en mode texte, qui va ensuite être corrigé par des contributeurs et qui va permettre de disposer d'un texte téléchargeable en PDF, en EPUB, en ce qu'on veut, pour une lecture fluide d'un facsimilé parfait d'un texte. Je vous montrerai un peu tout à l'heure comment ça fonctionne. Et qui compte aujourd'hui un peu plus de 100 000 textes différents en français. Mais ça existe dans une cinquantaine de langues. Et troisième et dernier projet sur lequel je m'arrêterai un peu tout à l'heure aussi, c'est Wikimedia Commons, qui est la médiathèque centrale des projets Wikimedia, c'est-à-dire que c'est un des seuls sites des projets Wikimedia qui ne soit pas divisé par langue. C'est un site central qui a pour but d'héberger tous les fichiers, images, sons, vidéos, cartes, schémas, tout ce qui peut être multimédia, qui va ensuite servir à illustrer les différentes Wikipédia, mais qui peut aussi être complètement réutilisable à l'extérieur parce que tout est soit sous licence libre, soit dans le domaine public. Et aujourd'hui, Wikimedia Commons compte à peu près 16 millions de fichiers différents, et ça va d'une carte à je sais pas, une reproduction d'un tableau ancien, en passant par des schémas qui ont été faits par des contributeurs. Il y a vraiment des photos, énormément de photos qui vont illustrer, toutes les illustrations qui sont dans Wikipédia sont hébergées sur Wikimedia Commons. Donc c'est un site extrêmement important parce qu'il centralise vraiment
tout ce qui va illustrer les projets. Mais c'est aussi une ressource très importante à l'extérieur, notamment pour des enseignants, par exemple. On va y trouver énormément de ressources qui peuvent être utiles pour un enseignant pour construire ses documents pédagogiques. Donc voilà, la logique des différents projets qui gravitent autour de la Wikimedia Foundation, c'est de couvrir les champs du savoir et de la contribution dans tout leur domaine, que ce soit voilà, des livres, des entrées dictionnaires, ou du multimédia ou encore d'autres projets. Si je reviens maintenant un petit peu plus sur Wikipédia, je vais essayer de rentrer un petit peu, de faire un peu comme si on ouvrait le capot de la voiture, on regarde dedans comment ça fonctionne, et puis vous allez voir comment vous pouvez participer. Wikipédia, ça repose donc sur des principes qui sont assez peu nombreux et assez simples. Et c'est volontairement très simple. C'est-à-dire que l'idée n'est absolument pas de monter un projet avec 50 pages de recommandations et de règles qui contraignent le contributeur dans un cadre extrêmement précis. C'est né, donc, comme je vous l'ai dit, un petit peu pas par erreur, enfin c'était pas voulu comme ça. Ça fonctionne bien comme ça, il y a très peu de règles et ça fonctionne bien, donc on s'en met pas plus. Les quelques principes qui sont communs à toutes les versions de Wikipédia et qui sont non négociables, on va dire, qui sont vraiment les principes intangibles. Le premier, c'est que c'est une encyclopédie, donc je l'ai rapidement dit tout à l'heure, mais le projet est un projet encyclopédique et non pas un projet de page personnelle ou autre. Enfin, c'est extrêmement important de garder en tête que le but est la transmission de la connaissance, quel que soit le sujet, mais de la connaissance sur un sujet. Ce qui veut dire que quelqu'un qui n'a pas compris ça et qui va en permanence donner son avis personnel sur la question ou faire des articles sur sa boulangerie ou son grand-père, ça va pas passer, quoi. C'est pas fait pour ça, Wikipédia. Sauf si le grand-père était quelqu'un d'important, bien sûr. Donc ça, c'est le premier principe, assez simple à comprendre. Le deuxième, c'est que Wikipédia recherche la neutralité de point de vue, donc ça, c'est au contraire très compliqué. C'est-à-dire que à partir du moment où on est une encyclopédie, on va essayer de donner l'état des connaissances sur un sujet, ce qui nécessite d'avoir une vision équilibrée d'un sujet et ne pas donner à un point de vue ou à une théorie plus d'importance qu'elle n'en a et au contraire à une autre moins d'importance qu'elle n'en a dans l'état des connaissances générales sur un sujet. Bon, c'est pas très très concret, donc je vais aller de manière plus concrète. Si je prends un article, par exemple sur les attentats du 11 septembre, atteindre la neutralité de point de vue sur un article sur les attentats du 11 septembre, c'est pas très simple parce qu'il y a toutes les connaissances qu'on a sur les attentats, et puis on sait très bien qu'il y a tout un courant de théories, de complots, disant, alors pour certains que c'est les Israéliens, pour d'autres que c'est la CIA qui a lancé des avions, qu'en fait ça n'a jamais existé, ou que toutes les personnes juives avaient quitté les tours du World Trade Center avant qu'elles... Enfin, il y a plein de théories qui circulent, qui ont pris une certaine assise, qui ont été étudiées, qui ont été analysées, qui ont été présentées. Ça veut dire que dans un article sur le 11 septembre, il va falloir en parler de ces théories du complot. Par contre, elles n'ont pas forcément à prendre 50% de l'espace avec 50% pour la connaissance traditionnelle sur les attentats. Donc on va leur donner la place qu'elles ont dans l'état des connaissances. On ne peut pas les passer sous silence. Par contre, on va essayer de donner une place équilibrée. Et s'il faut faire un article détaillé sur les théories du complot sur les attentats du 11 septembre, on fait un article détaillé sur les théories du complot, où là elles vont être présentées de la même façon, avec pourquoi est-ce que certains les présentent, comment elles sont réfutées, comment elles sont reçues par les spécialistes du sujet, comment elles sont acceptées, pas acceptées, etc. Donc voilà, la neutralité de point de vue, c'est quelque chose d'assez équilibriste sur certains sujets. La plupart des sujets, ça ne pose pas de problème de contribuer de manière neutre. Et puis certains sujets qui font particulièrement polémique ou qui sont très clivants, je pense au nucléaire, aux OGM, à la politique, à certains sujets de religion par exemple, c'est quelque chose d'assez compliqué. Le troisième principe, c'est la publication sous licence libre, dont j'en ai parlé tout à l'heure, donc je ne vais pas forcément revenir dessus, mais qui est à la fois concrètement nécessaire et puis, on va dire, qui est devenue idéologiquement une valeur de Wikipédia. Le quatrième principe, c'est que Wikipédia respecte des règles de savoir-vivre.
Ça peut paraître assez naturel, mais en fait, quand on est plusieurs milliers de contributeurs qui ne se connaissent pas, qui n'habitent pas au même endroit, qui contribuent sur les mêmes sujets, on a besoin de faire extrêmement attention à la communication entre les personnes, à la manière dont on va traiter le travail des autres, pour que les autres traitent correctement aussi notre travail, et que les gens se respectent entre eux et suivent un certain nombre de règles de bienséance, de savoir-vivre. On ne critique pas une personne nommément, mais on peut critiquer son travail, mais il faut faire attention à ne pas s'attaquer à la personne, ou pas à quelqu'un, t'es complètement fou d'écrire ça, mais ce que tu écris ne me semble pas raisonnable. Mais il y a une différence entre critiquer les actes et la personne, par exemple, c'est quelque chose d'important. Et puis, quand on relie ça à la neutralité de point de vue, c'est ce qui permet aussi le savoir-vivre de sortir par le haut de situations ou de discussions qui peuvent être assez compliquées sur la contribution, quoi. Et puis la 5e règle, c'est une petite pirouette qui dit que la 5e règle, c'est qu'il n'y a pas d'autres règles. C'est-à-dire que les 4 règles au-dessus sont les principes intangibles. Après, il y a plein de petites recommandations, une manière de faire. On va dire, voilà, ce serait mieux de faire comme ça, mais dans l'absolu, Wikipédia est un projet où on va favoriser l'innovation et non pas la restreindre. C'est-à-dire que une des règles, c'est n'hésitez pas à faire les choses. On pourra toujours revenir en arrière si ça ne va pas, je vais vous montrer tout à l'heure. Donc on ne se fixe pas d'autres règles intangibles. Qu'est-ce que ça implique un petit peu toutes ces choses-là? J'ai mis 4 petits points qui me semblaient importants dans la compréhension de Wikipédia. Et qui sont des points qui sont régulièrement rappelés aux contributeurs. Le premier point, c'est que comme c'est une encyclopédie, on ne crée pas le savoir sur une encyclopédie, on le transmet simplement. Et c'est relié à ce que j'ai mis en dessous sur la source tertiaire. Alors c'est une distinction qu'on fait assez souvent chez les historiens, un peu moins ailleurs, mais qui est intéressante, c'est la distinction entre une source primaire, une source secondaire et une source tertiaire. Alors la source primaire, quand on crée de la connaissance, par exemple pour un historien, c'est des documents d'archives qui sont je vais aller chercher l'acte de naissance de Victor Hugo pour savoir à quelle date il est né. Ma source primaire, c'est l'acte de naissance de Victor Hugo. Ma source secondaire, c'est mon bouquin d'universitaire qui dit Victor Hugo est né à telle date parce que sur son acte de naissance, c'est marqué qu'il est né à telle date. Ça, c'est une source secondaire. Et la source tertiaire, c'est l'encyclopédie qui dit selon l'historien Monsieur Machin, Victor Hugo est né à telle date et Monsieur Machin s'appuyant sur l'acte de naissance de Victor Hugo. Donc sur Wikipédia, de la même façon que sur une encyclopédie traditionnelle, on n'est pas là pour créer le savoir, on est là pour transmettre l'état des connaissances sur un sujet. Ce qui veut dire qu'on ne va pas faire de travaux scientifiques ou littéraires inédits, on ne donne pas sa propre analyse d'un sujet, on va aller chercher ce que les sources disent sur un sujet. Donc c'est assez important, et toutes les sources que vous trouvez sur Wikipédia, ou quand vous avez un article où il y a marqué qu'il n'est pas assez sourcé, ou qu'il manque des références, qu'il manque des sources sur un article, en général, ça veut dire que le contributeur n'a pas suffisamment expliqué d'où il tirait ces informations. Et donc c'est assez important pour juger de la vérifiabilité des informations, de pouvoir remonter aux ouvrages qu'il a utilisés pour être sûr que ce n'est pas lui qui tire sa théorie personnelle sur un sujet. Du coup, sur Wikipédia, la place du savant, de l'expert, du spécialiste, de l'universitaire est assez différente de ce qu'on a l'habitude de voir, parce que à partir du moment où on va synthétiser, transmettre ou donner la substance d'une série d'ouvrages de sources secondaires qui ont déjà été écrits, on n'a pas forcément besoin d'être spécialiste d'un sujet pour bien l'expliquer. On sait souvent qu'il y a le spécialiste et il y a le pédagogue. Le spécialiste peut être extrêmement bon dans son sujet, il peut parfois être complètement incapable de le transmettre. Un pédagogue, il sait transmettre, par contre, il n'est pas forcément expert dans un sujet. Et bien sur Wikipédia, il y a beaucoup de spécialistes, il y a beaucoup de gens qui... le profil des contributeurs est un profil généralement de personnes qui ont fait pas mal d'études, mais ce qui est le plus important pour être un bon contributeur, c'est d'être un bon pédagogue. Et pour être concret, par exemple, moi j'ai une formation d'historienne, j'ai commencé par contribuer sur des sujets sur lesquels j'étais assez spécialisée, et puis une fois bien rodée là-dessus, si je m'intéresse à un autre sujet,
je peux travailler sur les différentes sources disponibles, je sais comment on va aller chercher l'information, et je peux écrire un article qui sera peut-être qui sera correct au moins, peut-être pas super génial, mais qui sera au moins correct sur une discipline que je ne maîtrise pas forcément entièrement, mais sur laquelle je suis capable d'en tirer les connaissances. Après, il ne faut pas exagérer, je ne m'attaque pas à la physique quantique à partir du moment où je ne comprends même pas ce que disent les sources. Mais je suis capable d'écrire sur une autre période historique que ma spécialité, ou sur un ouvrage littéraire, ou sur des choses qui sont relativement proches et sur lesquelles je peux travailler. Donc ça, c'est important, et ça explique pourquoi on peut ouvrir Wikipédia à tout le monde, à partir du moment où les gens ont compris qu'il fallait aller chercher dans les sources les connaissances qu'ils allaient transmettre. Et il y a pas mal de contributeurs qui ne contribuent pas forcément sur leur sujet de spécialité, peut-être parce qu'ils n'ont pas forcément envie de s'y remettre le soir quand ils ont fait toute la journée dans leur travail, mais qui n'en sont pas moins de très très bons contributeurs sur les sujets qu'ils ont choisis. Et de la même façon, donc ce que je disais tout à l'heure, on est jugé sur ses actes et sur ce qu'on fait, et non pas sur ses titres. Beaucoup de gens contribuent sous des pseudonymes, juste pour comme ça, parce que sur Internet on utilise beaucoup de pseudonymes, ou parce qu'ils n'ont pas forcément envie que tous leurs collègues de travail sachent qu'ils contribuent sur Wikipédia, ou voilà, simplement comme ça. À partir du moment où on contribue sous un pseudonyme, on ne va pas être jugé sur ses titres, on n'arrive pas en disant j'ai telle compétence, telle compétence, telle compétence. C'est plus sur les contributions qui vont être faites qu'on va dire, ah bah tiens, ce contributeur-là a l'air plutôt compétent, il fait des bons articles, je vais lui demander de venir m'aider à relire un article que j'ai écrit pour me dire ce qui va ou ce qui ne va pas dessus, et puis on va pouvoir avancer. Donc ça va être plus sur cette manière-là. Mais on peut avoir des surprises assez étonnantes, des contributeurs qui semblent extrêmement mûrs, pertinents, et qui en imposent aux autres et qui ont 14 ans. C'est déjà arrivé, hein, ça arrive même assez régulièrement, ou des contributeurs qui sont des piliers de Wikipédia et qui n'ont jamais fait d'études, mais qui simplement sont vraiment extrêmement bons pour aller chercher des informations, les synthétiser et les transmettre. Donc ça renverse pas mal d'idées sur la transmission de la connaissance. Je passe maintenant, je vais accélérer un peu, je passe maintenant à l'organisation concrète du contenu d'une page de Wikipédia, pour vous montrer que ce que vous lisez en général ne représente que... Enfin, vous ne voyez qu'une partie de Wikipédia en général, si vous êtes lecteur. Vous allez voir l'article, vous allez lire ce qu'il y a écrit sur l'article, et puis vous n'allez pas forcément voir qu'il y a d'autres liens et d'autres espaces sur Wikipédia qui sont plus faits pour les contributeurs, mais vous allez peut-être pouvoir aller les explorer un peu. Donc vous avez d'abord ce qu'on appelle l'espace principal, qui est l'espace des articles sur lequel vous allez naviguer, vous tapez un mot, un nom, vous allez tomber sur l'article. Et puis, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais en bas des articles, vous avez des catégories. Donc là, je les ai mises à gauche. Ces catégories permettent de ranger les articles par thématique, par type de sujet. Donc là, par exemple, l'article que j'ai choisi, c'est un article sur un monument de la ville de Versailles qui s'appelle l'Hôtel des Réservoirs. Et ce monument est classé monument historique. Et donc, il est catégorisé dans Monuments historiques de Versailles et dans les monuments historiques inscrits en 1936, parce que certainement il a été inscrit cette année-là. Et ça va permettre, si vous cliquez sur cette catégorie Monuments historiques de Versailles, vous allez retrouver tous les monuments historiques de Versailles. Puis si vous cliquez sur la catégorie Monuments historiques inscrits en 1936, vous allez avoir tous les monuments historiques inscrits en 1936. Ce qui peut être extrêmement utile quand on cherche plusieurs articles sur la même thématique, de pouvoir naviguer de cette manière-là par les catégories. De la même façon, au-dessus des catégories, vous avez les portails, qui sont une organisation raisonnée des articles de Wikipédia, et qui vont présenter là de manière un peu plus thématique, c'est-à-dire là par exemple on a le portail du château de Versailles. Vous allez avoir tous les articles qui ont trait au château de Versailles, pas simplement les monuments historiques ou autres, mais vous allez retrouver tous les articles sur des monuments, sur des personnages, des architectes, des jardins, des rues, etc., qui ont trait au château de Versailles. Donc je vous invite à regarder, la prochaine fois que vous irez sur Wikipédia, les catégories et les portails, ce qui peut vous amener à lire des articles en lien avec celui que vous venez de lire, que vous n'auriez peut-être pas forcément cherché ou pas forcément trouvé, et ça peut fortement enrichir votre connaissance d'un sujet en allant voir les articles qui l'entourent.
Et puis, deux autres espaces importants dans Wikipédia. Sur la partie de gauche, vous avez tout un tas de liens qui vous font rentrer dans la contribution, des pages d'aide pour contribuer, des pages... Il y a un lien en haut qui est assez rigolo, qui s'appelle un article au hasard. Je ne sais pas si vous avez déjà testé. Quand vous cliquez dessus, vous tombez sur un des 1 300 000 articles de Wikipédia. Donc vous pouvez tomber sur un footballeur tchèque de 2e division, une ville d'Amérique latine, un ouvrage de Victor Hugo, un groupe de musique, n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. Et ça peut être assez... ça ouvre pas mal de perspectives. Parfois les articles sont très bons, parfois ils sont pas bons du tout. Enfin bon, ça donne un aperçu de ce qu'il peut y avoir sur Wikipédia. Mais de manière générale, sur la colonne de gauche, vous allez avoir pas mal de liens qui vont vous permettre de contribuer, beaucoup de liens d'aide pour vous permettre de contribuer. Et puis en bas, alors là, je ne sais pas si on l'a sur cet article-là, vous avez des liens vers les articles dans d'autres langues. Donc, comme les différentes Wikipédias se développent de manière indépendante, vous avez des articles, par exemple, si je prends un article sur le château de Versailles, vous allez avoir des articles sur le château de Versailles dans pas mal de langues de Wikipédia, peut-être pas toutes, mais une bonne partie. Et ces liens vont être mis sur la partie de gauche, donc vous aurez qu'à cliquer dessus, et vous arrivez sur l'article sur le château de Versailles, en anglais, en allemand, en espagnol, etc. Donc si vous avez la chance de lire plusieurs langues, ça peut être extrêmement intéressant, notamment pour ce qui ne concerne pas spécifiquement la culture française ou francophone. Il peut arriver que dans la Wikipédia en anglais, l'article soit plus développé, ou en allemand, par exemple sur je sais pas, une ville d'Amérique latine, il est possible que l'article en espagnol soit plus développé. Il y a des traductions qui se font de manière volontaire, les contributeurs décident de traduire un article d'une langue vers une autre. C'est pas du tout systématique, mais ça peut être intéressant d'aller voir ce qui existe dans d'autres langues, si vous êtes en mesure de les comprendre. Et puis tout en haut, il y a ce qu'on appelle l'espace des utilisateurs, où si je me crée un compte sur Wikipédia, je vais avoir tout un tas d'outils à ma disposition. Une page où je peux me présenter, dire un peu quels sont mes centres d'intérêt, les articles que j'ai écrits. Donc, va apparaître mon pseudonyme. Alors, là en haut, c'est bien. Donc, si on clique dessus, on arrive sur ma page de présentation et on voit un petit peu. Moi, j'ai listé par exemple les articles que j'avais créés, ce qui peut donner une idée de mes centres d'intérêt et de mes compétences, et pourquoi pas pour quelqu'un d'autre. Ça m'arrive assez fréquemment qu'on me demande de l'aide sur des articles qui sont à peu près dans mon champ d'action. À côté, il y a une page de discussion qui, comme son nom l'indique, permet de discuter. C'est-à-dire que quelqu'un qui a quelque chose à me demander, par exemple une relecture d'article, va pouvoir me poser la question sur cette page, en disant est-ce que tu peux m'aider à relire tel article, et je peux lui répondre soit sur ma page de discussion, soit sur la sienne pour le faire. De la même façon, j'ai oublié de le dire, mais chaque article a une page de discussion, on va la voir après. Et puis, j'ai aussi la possibilité de suivre toutes mes contributions, de les retrouver depuis le début, pour savoir un petit peu ce que j'ai retrouvé, ce que j'ai pu faire. Et puis, j'ai la possibilité de suivre un certain nombre d'articles si je clique sur la liste de suivi en haut, je peux mettre quelques articles en suivi et du coup être prévenu par cette liste de suivi de chaque modification qui est faite sur cet article, ce qui est un des outils d'autorégulation de Wikipédia. Par exemple, si je suis 200 ou 250 articles qui sont sur mon domaine de contribution, les 250 articles ne vont pas être modifiés tous les jours, heureusement, mais j'ai la possibilité, le soir par exemple, je regarde ma liste de suivi, je regarde ce qui a bougé sur les articles que je suis, et ça peut me permettre d'aller corriger une erreur, d'aller reprendre une contribution qui a été faite de manière un peu maladroite. Enfin, ça me permet comme ça de suivre ce qui se passe. Là, je vous ai mis une petite capture d'écran de ce que donne Wikipédia en mode édition, c'est-à-dire, je vais juste revenir 2 secondes en arrière, quand vous cliquez sur le bouton modifier qui se trouve en haut à droite de l'article, je ne sais pas si on voit très très bien, mais vous regarderez sur Wikipédia, quand vous cliquez sur cet onglet qui est modifié, en fait vous passez dans la partie contributive de Wikipédia, là où vous pouvez écrire, là où vous pouvez participer. Et quand vous cliquez, vous arrivez sur ce type d'interface. Donc on a du texte, on a une petite syntaxe assez simple qui permet de faire du grade, de l'italique, des liens, tout ce qu'il y a 2 crochets avant et après
va créer un lien, les fameux liens bleus qui vous permettent de passer d'un article à un autre. Et puis on va comme ça taper son texte et puis sauvegarder et il va être en ligne directement. Donc c'est une interface d'édition assez simple qui permet donc le travail collaboratif puisque toute personne cliquant sur ce bouton modifier arrive directement sur le texte et peut le modifier. Donc je ne reviens pas trop sur le wiki parce que j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Et puis donc c'est là qu'on voit l'importance de la licence libre parce que une fois que j'arrive là, ce texte a peut-être été écrit par 3 ou 4 personnes différentes au final. Il y en a une qui a écrit quelque chose, il y a quelqu'un qui est venu remodifier parce que c'était pas bien formulé, quelqu'un d'autre qui a rajouté une date, quelqu'un qui a rajouté une source, et c'est nécessaire de pouvoir, moi, corriger encore ou améliorer ce qui a été fait là, sans que j'ai besoin de retracer et de recontacter tous les auteurs précédents pour leur dire, excuse-moi, je me suis trompé entre 2001 et 2002, est-ce que je peux changer là, je voudrais changer une virgule ou 3 mots, est-ce que je peux le faire? Bon, c'est important de pouvoir le faire avant, pas au préalable, quoi. Donc je vous parlais de la page de discussion des articles. Chaque article possède une page de discussion qui a un lien juste à côté, juste en haut de la page. Cette page de discussion, elle est très importante parce qu'elle permet le travail collaboratif, elle permet de discuter sur l'élaboration des contenus, de régler les différents conflits qu'il peut y avoir entre des éditeurs. Alors, je dis conflit, ça peut être un conflit assez courtois, hein, mais ou pas du tout parfois. C'est là qu'on va pouvoir discuter des points qui posent problème, de dire bah voilà, cet article me semble pas bien développé, j'aurais bien mis tel paragraphe plutôt au-dessus de l'autre, je comprends pas pourquoi tu as fait ça comme ça, et bien ça va se discuter à cet endroit-là. Donc il y a des articles qui ont une page avec quasiment rien, d'autres qui ont des kilomètres de discussion parce que le sujet demandait des kilomètres de discussion, et puis en général, l'idée c'est d'arriver à un consensus entre les différents contributeurs qui soient appuyés sur des sources fiables et qui permettent d'avoir un contenu qui soit bon. Et puis pour les contributeurs aussi, c'est souvent sur cette page qu'on va évaluer un peu l'avancement et l'état d'un article pour se dire bah, celui-là il est très important mais il est d'un avancement assez faible, il n'est pas vraiment développé et du coup les contributeurs peuvent s'organiser en disant bah, on va prendre, je vais prendre prioritairement des articles qui ont une importance assez élevée mais qui sont d'un avancement assez faible pour les faire monter à un niveau un peu meilleur. Ça peut être une manière d'organiser ses propres contributions, de faire ça. Là, je vous ai mis un petit lien vers l'historique de l'article. Alors, l'historique de l'article, il est accessible de la même façon quand on est sur un article. Juste à côté du bouton modifier, vous avez un bouton afficher l'historique. Quand vous cliquez dessus, vous arrivez sur ce type de page, pas forcément coloré comme ça. Moi, je l'ai un peu modifié pour avoir des couleurs différentes. Vous arrivez sur ce type de page qui liste absolument toutes les contributions faites sur un article depuis sa création. Donc c'est de cette manière-là qu'on voit le travail collaboratif. Là, à chaque ligne, c'est une contribution et des contributeurs, parfois les mêmes qui vont faire plusieurs contributions d'affilée, puis parfois ça va être différents contributeurs. Là, on en a pas mal de différents. Et ces contributeurs, à chaque fois, apportent ou retirent ou modifient du texte. Et là où je vous expliquais que c'était pas grave, que rien n'était grave sur Wikipédia, c'est que si on a quelqu'un qui détruit un article ou qui apporte vraiment beaucoup de mauvaises choses sur un article, c'est pas très grave, on n'a qu'à revenir à la version précédente. Au bout de chaque ligne, on a un petit bouton défaire. Si je veux défaire la dernière modification parce qu'elle n'est pas bonne, je la défais et je reviens à la version antérieure. Donc on peut se permettre d'accueillir n'importe qui, enfin d'ouvrir à n'importe qui Wikipédia à partir du moment où ça n'est jamais grave. On peut toujours revenir en arrière. On n'a pas de problème, c'est pas perdu, on n'a pas à reconstruire l'article à chaque fois. Et du coup, tout ça, c'est un système assez cohérent qui permet cette grande ouverture parce que on a sauvegardé l'historique de chaque article depuis son démarrage. Et donc on voit là qu'on a différents types de contributeurs. Ceux qui sont en rose sont des contributeurs qui n'ont pas créé de compte, qui sont donc identifiés par l'adresse IP de leur ordinateur. On n'est pas du tout obligé de créer un compte sur Wikipédia, on peut très bien contribuer comme ça. Simplement, on est identifié par son ordinateur. Et puis, très souvent, on change son adresse IP tous les 48 heures. Votre fournisseur d'accès Internet change votre adresse IP. Donc, c'est bien, mais vous êtes incapable de retrouver vos contributions précédentes et on ne peut pas discuter avec vous. Donc, c'est pas l'idéal, en fait. Mais plein de gens le font. En vert, c'est les contributeurs classiques. Non, en bleu, c'est les contributeurs classiques qui ont créé un compte, qui contribuent, qui souvent vont commenter leurs modifications en disant bah là j'ai rajouté ci, j'ai rajouté ça.
En jaune, ce sont les administrateurs, c'est-à-dire des contributeurs qui ont la possibilité technique d'interdire la modification sur une page ou de supprimer un article ou de bloquer un contributeur qui contrevient aux règles. Donc c'est un groupe de contributeurs d'à peu près 200 personnes sur la Wikipédia francophone qui ont été élus par les autres contributeurs pour disposer de ces outils techniques. Donc en général, c'est des gens en qui on a particulièrement confiance, qui sont des contributeurs aguerris, calmes, en général, sur lesquels la communauté compte pour appliquer les sanctions, on va dire, contre les contributeurs qui ne respectent pas les règles. Et puis en vert, on a un type de contributeurs assez particulier qui sont les robots. Il y a beaucoup de robots informatiques qui contribuent sur Wikipédia et qui vont faire des corrections très simples, des corrections d'orthographe par exemple. Il y a par exemple tous les OE collés, c'est assez mécanique d'aller les remplacer par des œufs dans l'eau, comme on dit, ou des corrections extrêmement simples qui sont répétitives, et il y a des petits robots informatiques qui passent leur temps à tourner sur Wikipédia pour faire de la correction de texte comme ça. Et puis d'autres vont rajouter des liens entre les langues. Par exemple, je crée un article en français, je vois que l'article existe en anglais, je vais mettre un premier lien entre le français et l'anglais, et puis un petit robot après va faire le tour de toutes les Wikipédias pour voir quels sont les autres articles qui traitent du même sujet et rajouter ces liens. Donc les robots vont faire pas mal de travail comme ça, répétitif, mécanique, qui ne demande pas une intelligence humaine en permanence derrière, et j'en parle parce que c'est des contributeurs importants de Wikipédia. Donc voilà, donc l'historique de l'article rend vraiment très visible l'aspect collaboratif de Wikipédia. Certains articles peuvent avoir plus de 10 000 contributions différentes dans leur historique, et puis d'autres vont en avoir une vingtaine, une trentaine, ça dépend vraiment de l'article. Très important sur Wikipédia, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est la question des sources. Si je suis logique avec mon discours, donc je dis c'est une source tertiaire qui ne crée pas l'information mais qui la transmet. Donc si elle la transmet, elle la tire bien de quelque part. Donc si elle la tire de quelque part, on cite ses sources, on essaye de montrer d'où on sort ces informations. Et donc en bas des articles, vous avez deux types de choses qui sont apportées. D'une part, une bibliographie en général qui va vous permettre d'aller un peu plus loin sur un sujet, et puis les références qui sont comme dans un ouvrage classique, qui sont des appels de notes dans le texte qui vont renvoyer à une référence en bas de page. Et ces références doivent être donc des références fiables, enfin de bonne qualité, qui permettent de sourcer clairement un article. Et donc pourquoi est-ce qu'on demande de citer ces sources ? C'est pour que l'information soit vérifiable. Alors j'ai mis que la vérifiabilité était différente de la vérité, c'est-à-dire qu'on peut avoir une information qui est vérifiable, c'est pas forcément pour ça qu'elle est vraie. Par exemple, une anecdote qu'on dit souvent sur Wikipédia, c'est qu'à l'époque de Galilée, l'article, si Wikipédia existait à l'époque de Galilée, on aurait probablement dit que la Terre était plate. Parce que l'état de la connaissance sur le sujet à l'époque disait que la Terre était plate. Et on aurait peut-être dit en bas de l'article qu'il y avait un savant, pas encore reconnu par tout le monde, mais qui estimait que la Terre était ronde. Donc voilà un peu ce que ça peut être, mais on aurait sourcé avec des ouvrages disant la Terre est plate parce que machin l'a dit, etc. Donc la vérifiabilité, c'est j'affirme quelque chose, je suis capable de remonter à l'origine de mon information, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est la vérité. Et la vérité, bien malin qui serait capable de donner la vérité sur tous les sujets de toute façon. Donc l'important, c'est de pouvoir savoir d'où vient le discours. Les sources, c'est important aussi pour approfondir un sujet. Par exemple, on reproche souvent aux élèves de se contenter de Wikipédia pour leur travail et de ne jamais aller voir plus loin. Et pourtant, c'est dommage parce que beaucoup d'articles apportent une bibliographie et des sources qui leur permettraient d'aller plus loin s'ils approfondissaient un petit peu leur travail. Et Wikipédia ne prétend pas et n'a pas pour vocation de donner l'ensemble des connaissances sur l'ensemble des sujets, c'est tout bonnement impossible. Même un article extrêmement fouillé n'est qu'une petite parcelle de la connaissance disponible sur le sujet. Et du coup, c'est absolument essentiel de pouvoir faire de Wikipédia une bonne porte d'entrée, quelque chose qui donne des bonnes bases sur un sujet, et puis ensuite on va aller, grâce à la bibliographie, aller voir plus loin. Et puis, donc le troisième point important, c'est l'attribution des informations. Pourquoi est-ce que je dis ça ? C'est parce que je m'appuie sur ces ouvrages. Et avec ce rapport aux sources, on est finalement assez proche d'un travail universitaire qui va demander d'attribuer, un chercheur qui publie va expliquer d'où il sort ces informations.
si c'est un bon chercheur. Il ne va pas les sortir d'un chapeau, il ne les invente pas, il va les chercher de sources primaires ou d'autres ouvrages. Et du coup, on se rapproche un petit peu du travail universitaire. Et puis, vous allez trouver régulièrement sur des articles des petits bandeaux qui sont posés par des contributeurs, disant cet article ne cite pas suffisamment ses sources. C'est une manière d'avertir le lecteur que l'information qui est donnée peut être sujette à caution. Peut-être qu'il n'y a pas de souci, que l'article est bon, mais les contributeurs qui ont travaillé dessus n'ont pas suffisamment donné de sources permettant d'avoir une vérifiabilité des informations. Et donc, par exemple, si moi je suis... je disais tout à l'heure, je ne comprends rien à la physique quantique. Si je vais lire un article et qu'il n'y a pas de source en physique quantique, je ne suis pas forcément capable, moi, d'apporter des sources, parce que c'est vraiment un sujet que je ne connais pas. Par contre, je suis capable de dire, clairement, cet article ne cite pas assez ses sources. Il manque des références, on n'est pas capable de savoir d'où vient l'information. Et donc, en tant que contributrice, je peux rajouter ce petit bandeau. Et puis ensuite, dès qu'on pose ce bandeau, il va y avoir une petite catégorie en bas de l'article qui va dire « article manquant de référence ». Et puis, la communauté des contributeurs peut dire aujourd'hui, tiens, moi je vais travailler sur les articles qui manquent de référence en histoire, en physique, en géographie, et puis travailler particulièrement à sourcer ces articles-là. Donc c'est une catégorie à la fois d'information et puis de maintenance pour les contributeurs. Je termine un peu sur l'organisation de Wikipédia pour parler un petit peu de la manière dont on envisage les connaissances sur Wikipédia. Wikipédia, c'est vraiment... C'est pour ça que j'ai mis entre l'académisme et la culture populaire. C'est-à-dire qu'on va avoir absolument tous les types de sujets. Il n'y a pas de contrainte de place. Il n'y a pas de contrainte d'édition. C'est pas comme une encyclopédie classique, on dit au-delà de 25 kilos, c'est plus possible, l'Universalis en 45 volumes, donc il faut faire des choix éditoriaux. Là, on n'a pas de problème de choix éditorial. On peut écrire sur n'importe quel sujet et écrire des articles de 80 pages sur n'importe quel sujet. Il n'y a pas de contrainte du tout. Et du coup, les sujets qui sont traités couvrent vraiment des champs extrêmement variés. Et là, j'ai mis un petit exemple avec les différents portails qui concernent les arts. On voit qu'on a à la fois des choses extrêmement traditionnelles, académiques, le romantisme, l'art contemporain, l'architecture chrétienne, les monuments historiques, etc. Vraiment des catégories qu'on s'attend à retrouver dans une encyclopédie. Et puis on va aussi avoir des choses beaucoup plus axées dans la culture populaire, comme le catch, comme les yéyés, comme des portails sur les Beatles, sur Bob Dylan, sur Shania Twain, etc. Donc on va mettre, ça ne veut pas dire que chaque lecteur est obligé de supporter ces articles-là si ça ne l'intéresse pas. Par exemple, moi le catch ne m'intéresse pas, mais c'est pas grave, je ne vais pas les voir. Par exemple, si je m'intéresse à autre chose, je vais aller voir un autre type d'article. On n'a pas du tout de contrainte de place, donc on peut se permettre d'apporter des connaissances sur des sujets qui peuvent intéresser énormément de monde. Je termine par une petite vue sur qui contribue sur Wikipédia, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Alors, j'ai un chiffre qui commence à être un peu ancien, mais il faut que je refasse que je reprenne le nouveau chiffre. Sur le nombre de contributions sur la Wikipédia en français. Alors, en novembre 2011, donc je pense que vous pouvez rajouter à peu près 10 millions de contributions en plus, il y avait plus de 68 millions de contributions sur la Wikipédia en français, pour 1 million d'articles à peu près. À l'époque, il y avait à peu près 1 million d'articles. Donc, pour vous donner une idée, il y a les articles, il y a toutes les modifications sur les articles, toutes les pages de discussion, toute l'activité qui se passe sur Wikipédia. En français, ça représente à peu près, on est dans un ordre de grandeur de plusieurs dizaines de millions de contributions. Et ces contributions, elles sont faites par, donc, comme je vous disais tout à l'heure, 3 types de contributeurs principaux. Si on prend par le bas, on a les contributeurs non enregistrés, ceux qui sont identifiés par leur adresse IP, et qui représentent donc à peu près 10 millions de contributions, et qui représentent, alors ça c'est constant, quelle que soit la période, à peu près 14-15% du total. Ensuite, on a le groupe des contributeurs enregistrés, qui sont à peu près... donc il y a à peu près 365 000 contributeurs différents qui ont enregistré leur compte et fait des contributions. Ça représente à peu près 60% du total des contributions sur Wikipédia. Et grosso modo, on a à peu près 15 000 contributeurs actifs par mois sur la Wikipédia en français. Donc c'est pas toujours les 15 000 mêmes, mais il y a à peu près 15 000 contributeurs actifs. Et là-dedans, il y a un noyau dur d'à peu près 1000 contributeurs qui sont des gros contributeurs. Certains peuvent
dépasser les 100 000 contributions et qui sont vraiment ceux qui tiennent, on va dire, l'encyclopédie dans le sens où non seulement ils apportent énormément de contenu, si vous regardez un peu, ils apportent à eux seuls quasiment 40% du total, mais en plus, ils vont faire tout le travail de jardinage autour des articles, de catégorisation, d'illustration, de correction de fautes. C'est eux qui codent les différents robots qui vont contribuer sur Wikipédia. Enfin, c'est vraiment un groupe de contributeurs très actifs. Et puis au-dessus, donc, on a les robots qui font à peu près 25% des contributions. Ça ne veut pas dire qu'ils font 25% du contenu, hein, parce qu'ils font souvent des toutes petites contributions, mais qui sont extrêmement actifs pour faire tout le travail un peu trivial. Voilà. Je termine par une petite présentation, puis après on pourra passer aux questions. Donc je vous avais dit que je présenterais 2 autres projets. Donc le premier que je voulais présenter un peu, c'est Wikimedia Commons. Donc comme je vous ai dit, le dépôt central des illustrations, des fichiers multimédia, qui compte aujourd'hui à peu près 16 millions de fichiers différents. Et en fait, donc les photos que vous avez sur Wikipédia sont hébergées sur ce site et elles sont présentées de la manière suivante. Donc on va télécharger la photo. Là, j'ai des photos qui viennent du Muséum de Toulouse, avec lequel on travaille beaucoup pour prendre en photo leur collection, les légender de manière très précise. Et ensuite, ça illustre énormément d'articles de Wikipédia. Donc quand vous chargez une photo sur Wikimedia Commons, vous allez la décrire. Alors là, elles sont décrites en français et en anglais de manière systématique, de manière assez précise. Là, on a vraiment une description précise de cet objet avec sa taille, où est-ce qu'elle est conservée, comment elle a été trouvée, etc., d'où elle vient, du Muséum de Toulouse. On a même le numéro d'inventaire. On sait à quelle date elle a été chargée sur Wikimedia Commons. Et puis on sait qui est l'auteur. Donc là, c'est Didier Descoings, donc un contributeur, qui a fait cette photo et qui l'a travaillée, etc., pour la mettre sur Wikimedia Commons. Donc ça permet d'attribuer la photo à son auteur. Quand on la rediffuse ailleurs, de toujours attribuer l'auteur et de la laisser sous cette licence libre qui est indiquée en dessous. Vous êtes libre de partager, copier, distribuer, transmettre cette œuvre. Vous êtes libre d'adapter, de la modifier. Et puis, on voit mal, mais sous les conditions suivantes, qui sont simplement d'attribuer l'œuvre à son auteur. Donc là, c'est Didier Descoings, la photographie à son auteur, et puis de laisser cette photographie libre. C'est la même licence que sur Wikipédia, où on est libre de rediffuser sous réserve de bien laisser libre le contenu. Voilà un peu pour Wikimedia Commons. Donc de la même façon, sur Wikimedia Commons, on va avoir des catégories. On travaille beaucoup en anglais sur Commons parce que c'est le dépôt central des fichiers, donc malheureusement, c'est pas le français qui est la langue internationale, maintenant c'est l'anglais. Donc on travaille beaucoup en anglais. Et on va catégoriser ces fichiers de manière assez poussée, ce qui va permettre un peu comme sur Wikipédia, de faire des rapprochements intéressants. Par exemple, là, je n'ai pas pris les catégories qui correspondent à la photo précédente. Hein. Mais on avait une photo où elle a été prise en mai 1895, donc on la catégorise dans les photos prises en mai 1895. Elle représente un homme au travail, donc on a Men at Work in France. Bref, on a toute la catégorisation qui enrichit la description. C'est ce qu'on appelle souvent le crowdsourcing. On fait intervenir les différents contributeurs vont décrire la photographie aussi par sa catégorisation. Et on peut arriver à des choses assez intéressantes. Par exemple, toujours avec la ville de Toulouse, on a récupéré pas mal de fonds photographiques anciens. Et puis il y a aussi pas mal de photographies contemporaines. On peut faire sur une rue toulousaine, on peut avoir 5, 6, 10 photographies qui représentent la même rue à des périodes différentes. Ce qui peut être vraiment intéressant d'avoir ça, où on peut avoir une catégorie qui regroupe tous les tableaux avec une femme portant une robe verte. On peut faire de ce type d'études, ce type de travail-là, ou une catégorie qui regroupe des photos représentant des soldats pendant la bataille de Verdun, par exemple, ou des catégories sur telle constellation ou tel principe chimique, etc. Donc c'est extrêmement intéressant le travail qui est fait de description. Dernier projet, c'est Wikisource, dont je vous ai rapidement parlé tout à l'heure aussi, donc qui existe depuis 2003. Et donc on trouve ces textes numérisés qui sont dans le domaine public ou sous licence libre et qui vont être corrigés collaborativement par les contributeurs. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, on a la numérisation du texte sur la droite, qui est une image, en fait, comme
une photographie d'une page d'un livre. Et puis à gauche, on a cette transcription qui est faite au départ par un logiciel qui va automatiquement reconnaître un certain nombre de caractères. Et puis les contributeurs vont passer dessus, remettre en forme, corriger les erreurs du logiciel de reconnaissance de caractères, et puis faire en sorte que ce soit un facsimilé le plus parfait possible de la page qui se trouve sur la droite. Et une fois qu'on a corrigé toutes les pages d'un livre, on va rassembler toutes les transcriptions et on va pouvoir avoir un fichier avec le facsimilé complet d'un ouvrage. Donc c'est pareil, c'est un travail qui est assez intéressant, et on travaille là-dessus avec la Bibliothèque nationale qui nous a confié un certain nombre d'ouvrages sur lesquels les logiciels de reconnaissance de caractères faisaient un travail qui n'était pas suffisamment bon parce que les ouvrages étaient anciens. Par exemple, celui-ci, c'est le dictionnaire de Trévoux, c'est un gros dictionnaire du XVIIIe siècle qui a été fait par des jésuites, qui a à peu près 8000 pages, qui est très très intéressant, mais la typographie fait que les logiciels automatiques ne marchent pas bien dessus. Et du coup, c'est intéressant de le faire, de poser un regard humain dessus et de travailler à plusieurs sur ce texte pour en faire un facsimilé. Concrètement, il n'existe pas actuellement d'édition en mode texte de ce dictionnaire, alors qu'il est vraiment très, très, très intéressant dans l'histoire des dictionnaires. Et il est en train de se faire sur Wikisource. Alors, comme il y a 8000 pages et que le logiciel est tellement mauvais sur ce type de typographie, on réécrit quasiment tout à la main, en fait. On s'inspire de ce que fait le logiciel, mais on écrit quasiment tout à la main. Pour d'autres livres, ça va beaucoup plus vite, mais c'est un travail très intéressant. Et ensuite, les textes sont téléchargeables librement. Je termine vraiment mon propos sur les ateliers de contribution. Cet après-midi, à 16h, il y avait un atelier de contribution à l'atelier multimédia, où il y a quelques personnes qui sont venues apprendre à contribuer sur Wikipédia, où je pense que ça leur a plu, visiblement. Je crois que la bibliothèque a l'intention, pourquoi pas, de refaire ce type d'expérience. C'est quelque chose qui est assez intéressant si vous avez l'occasion de participer. C'est-à-dire qu'on se met à une dizaine de personnes, des gens qui sont des contributeurs déjà bien avertis et qui sont capables d'apprendre à quelqu'un d'autre à contribuer, et puis des néophytes, peut-être comme la majorité d'entre vous, parce qu'il n'y avait pas beaucoup qui avaient déjà contribué. Et on apprend ensemble à contribuer sur Wikipédia, chacun ayant, en général, on a toujours un sujet qui nous intéresse et sur lesquels on pourrait avoir des choses à apporter. Si on estime qu'on n'a rien à apporter, en général, on se trompe. Les gens ont souvent des connaissances. Tout à l'heure, il y avait un monsieur qui pensait n'avoir rien à apporter sur Wikipédia, sauf qu'en fait, il était à la retraite, mais il avait un métier dont l'article n'était pas vraiment développé sur Wikipédia, et dès qu'il l'a lu, il avait plein de choses à rajouter dessus, qui était un métier artisanal, qui n'avait pas été bien décrit sur Wikipédia. Donc, apprendre ensemble à contribuer, ça permet aussi de poser un regard un peu différent sur son environnement. Quand on a pris un peu ce réflexe-là, par exemple, moi je me suis pas mal intéressée aux monuments historiques. Maintenant, quand je visite un monument, je vais faire attention à ramener un peu de documentation, à prendre des photos qui soient des photos bien encyclopédiques d'un monument que je vais pouvoir charger sur Wikimedia Commons, créer l'article sur le monument s'il n'existe pas encore, aller chercher des informations sur les bases du ministère de la Culture, enfin ce genre de choses-là. Ça permet aussi d'apprendre à partager ses connaissances, apprendre à les transmettre. Donc c'est important de savoir pas uniquement garder pour soi ses connaissances, mais les transmettre. Et puis voilà, mettre en valeur ses centres d'intérêt, toujours dans une perspective encyclopédique, pas forcément pour son plaisir personnel, même si on retire un grand plaisir de partager ses connaissances. C'est pour ça que les gens le font. Tous les contributeurs sont bénévoles. S'ils n'en tiraient pas une certaine satisfaction de partager leurs connaissances, je pense qu'au bout d'un moment, ils s'arrêteraient. Et puis voilà, participer à un mouvement où on s'enrichit des apports des uns et des autres. Très personnellement, la contribution à Wikipédia m'a permis de m'ouvrir à des disciplines, à des domaines de connaissances auxquels je ne connaissais rien et où je pensais que je n'avais rien à faire. Et c'est vraiment extrêmement enrichissant du point de vue intellectuel et dans les relations humaines d'être capable de participer à ce type de projet. Donc voilà, j'espère que ça vous aura suscité un certain intérêt, probablement des questions sur la façon dont ça fonctionne. Alors si vous avez des questions, je vais juste vous demander d'attendre le micro, parce
que comme la conférence est enregistrée, c'est plus intéressant si on entend la question avant d'avoir la réponse. Oui, je voudrais vous poser deux questions et il est probable que vous avez déjà répondu à la première. J'avais mis une contribution dans une notice et cette contribution a été éliminée tout de suite. Alors je crois qu'il faut quand même que je dise quel était le contenu de la contribution pour que vous compreniez bien. Bon, c'est une contribution sur le royalisme. Et je voulais indiquer qu'il y avait une autre famille de royalistes qui s'en remettait à Dieu du choix du prince, et ça s'appelle les providentialistes. Et ça ne figurait pas. Et ça a été enlevé tout de suite. Alors par un certain, je pense que c'est un pseudo, bon, je ne pas nécessaire que je le dise. Et voilà, bon, et alors je ne savais pas qu'il y avait la page discussion, et je ne savais pas comment entrer en contact avec cette personne pour lui dire, bon, bah, écoutez, voilà, vous considérez que c'est un manque de notoriété, et pourtant, regardez, il y a telle chose. Bon, à l'époque, je n'avais pas de blog, il faut dire. Hein. Alors, première question, je pense que la réponse que je viens de me donner à ma question est bonne. On peut communiquer par la page discussion. On peut communiquer soit par la page de discussion de l'article, soit sur la page de discussion de la personne qui a retiré votre contribution. D'accord, parce que j'étais désolé, j'avais l'impression d'avoir été saqué, et je ne savais pas comment faire pour lui expliquer. Alors, comme finalement Wikipédia est une institution qui est très bien faite, en fait, les providentialistes sont de retour. Bon, donc, enfin, ils étaient de retour il y a une semaine, et je ne vois pas pourquoi ils ne seraient pas encore là. À partir du moment où il y a des sources qui attestent de leur... des sources, là, j'ai un blog qui a plusieurs centaines de milliers de contributions, il n'y a pas de lecteurs. Deuxième question, puis après je passerai le micro. Je m'intéresse à l'ordre monastique de Fontevraud. Fontevraud, Maine-et-Loire, la plus grande abbaye monastique, c'est une femme de culture, vous connaissez. J'ai un blog, c'est unique, c'est-à-dire que moi je ne connais pas d'autres blogs qui soient consacrés à l'abbaye et au prieuré. C'est considérable. 850 posts, 25 000 connexions, enfin lecteurs. Comment je fais moi pour indiquer au rédacteur de la notice abbaye de Fontevraud, qui est d'ailleurs très bien fait, encore une fois, qui a maintenant un blog qui pourrait au moins mettre en note, parce qu'il n'a pas l'air de le connaître. Alors, ça dépend vraiment si ce blog est... Alors, autant on ne demande pas, on ne fait pas de barrière à l'entrée sur la qualité des contributeurs, autant sur la qualité des sources, c'est un peu différent. Et les blogs nous posent un certain problème comment dire ça, c'est toujours compliqué de savoir si le blog est écrit par quelqu'un qui a de réelles compétences ou s'il est écrit par quelqu'un qui a juste décidé d'ouvrir un blog sur un sujet. Donc, si c'est par exemple un blog qui est tenu par l'équipe de Fontevraud, par exemple, en général, ce qui est écrit dessus, on peut à peu près avoir confiance. Mais c'est très compliqué, ce type de source est très compliqué à gérer. Alors en fait, il n'est pas tenu par l'équipe de Fontevraud parce que justement, l'abbaye royale se désintéresse de l'histoire de l'ordre monastique de Fontevraud. Ils en ont créé un centre d'études multimédia, bon, bah, c'est intéressant, pourquoi pas. Alors, si ça peut vous rassurer, moi, dans chacun de mes posts, il y a les références. Oui, dans ce cas-là, alors soit il faut renvoyer directement aux références, soit renvoyer au blog en disant le blog est référencé. Et en passant... Mais vous n'êtes pas forcément obligé, alors si vous pouvez directement... sur Wikipédia, on n'est pas forcément obligé de discuter avant de contribuer. On peut contribuer, indiquer ce blog en disant que c'est une référence sur ce sujet. Ce qui est intéressant, c'est pas forcément de juste mettre l'adresse d'un blog ou l'adresse d'un livre ou l'adresse d'un site. C'est d'abord de regarder dans ce blog, dans ce livre, dans ce site, ce qui pourrait servir pour ajouter des connaissances sur Wikipédia et de mettre ensuite le blog, le livre ou le site en référence. Juste ajouter le blog, ça n'a pas beaucoup d'intérêt si on n'en profite pas pour ajouter des connaissances. Puis après, si votre contribution pose un problème à d'autres contributeurs, et bien dans ce cas-là, on en discute. Et on peut en discuter soit par la page de discussion de l'article, soit en l'écrivant à l'auteur. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci. Vous parliez tout à l'heure des principaux contributeurs de Wikipédia. Est-ce qu'eux-mêmes, en tant que spécialistes, du coup, ils ont une page Wikipédia ? Très très peu. Non, en général, on évite de faire des pages à nos propres gloires. Certains contributeurs ont des pages pour des raisons, parce qu'ils ont dépassé ce statut de contributeur. Par exemple, il y a un contributeur anglophone qui a fait l'objet d'une certaine couverture médiatique au mois de janvier parce que il était un gros contributeur de Wikipédia, mais à côté, il faisait pas mal d'activisme aux États-Unis sur des questions de diffusion des données scientifiques, etc., qui a été attaqué par le gouvernement américain. Et c'était un jeune homme de 26 ans et
et qui s'est suicidé quelques jours avant son procès. Et lui avait une page sur Wikipédia parce que non seulement c'était pas parce qu'il était un contributeur de Wikipédia, mais parce qu'il était aussi à côté quelqu'un qui commençait à être quelqu'un d'important, mais c'était mentionné qu'il était contributeur de Wikipédia. Mais on ne crée pas des articles particulièrement sur des contributeurs de Wikipédia. Assez rarement, on va dire. Il faut qu'ils aient une notoriété autre, ça ne suffit pas. Alors, juste par curiosité, je suis allé regarder la page Wikipédia de la bibliothèque francophone multimédia de Limoges. Tout d'abord, ce n'est pas la parole de la direction de la bibliothèque, et ça se voit très bien dans les contributions, puisque sur les 12 derniers mois, il y a 15 contributeurs différents qui ont apporté des petites modifications sur le texte. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, cette page, il y en a peut-être dans la salle d'ailleurs, après tout, cette page a été conçue, on voit quand on regarde l'historique, un très gros travail, très long dans les années 2010, par quelqu'un que j'avais identifié comme étant un élève de première du lycée Gay-Lussac. Donc vous voyez, c'est un exemple précis de la façon dont ça fonctionne. Et c'est très bien fait parce qu'en plus, pour un directeur de bibliothèque comme moi, ça montre aussi une présentation de la bibliothèque qui n'aurait peut-être pas été celle qu'on aurait donnée nous en tant que présentation officielle. Mais allez voir, c'est assez intéressant. Hein. Si je peux te dire juste un petit mot sur ce que vous venez de dire, il y a pas mal d'institutions institutions au sens très large, mais ça peut être aussi personnalités, etc., qui ont beaucoup de mal avec le fait que des internautes se permettent d'écrire un article sur eux et qui aimeraient bien le contrôler. On a souvent ce problème-là, soit avec des institutions, pas mal avec des hommes politiques, avec des stars, etc., et qui ont énormément de mal avec cette idée que, alors que ça ne les dérange pas de la part de journalistes, par exemple, mais de la part d'internautes, ça leur pose un problème souvent, surtout quand il y a des choses pas forcément très très jolies, mais ça fait aussi partie de l'histoire et ça fait aussi partie de, par exemple, une page sur une entreprise. Parfois, il y a des chargés de com d'entreprises qui essayent d'enlever tout ce qui pourrait faire un petit peu de tâche sur une page d'entreprise, mais un mouvement social important, une baisse d'activité, ce genre de... un moment l'entreprise qui se casse la figure et qui peut-être remonte après, ça fait aussi partie de l'histoire et de la description d'une entreprise. C'est pas uniquement la vision de tout va bien, on est les leaders sur notre marché, et voilà. Et de la même façon, pour une personnalité, on a eu pas mal de soucis avec des hommes politiques qui n'étaient pas toujours très très contents de voir rappeler des condamnations, des échecs électoraux, ce genre de choses-là. Mais ça s'améliore beaucoup, le lâcher prise sur l'image d'une institution s'améliore beaucoup, et j'aime bien la façon dont vous dites, parce que ça montre qu'on peut accepter d'avoir une vue différente sur son institution. Oui, Je suis un peu émue par ça. deux questions. Premièrement, technique, la sauvegarde des données, elle se fait comment et où? Première question. Et deuxième question, financière, l'argent. D'accord, alors les deux vont ensemble. La sauvegarde des données, elle se fait, alors ça commence à prendre pas mal de place. Il y a des fermes de serveurs, ce qu'on appelle des fermes de serveurs, donc des gros centres avec plein de serveurs, qui sont aux États-Unis dans plusieurs endroits différents, parce qu'il y en a un où c'est plutôt tremblement de terre, les autres des ouragans, donc on essaie de répliquer ça un peu partout. Et ça représente à peu près 800 gros serveurs, Quadriker, si ça vous dit quelque chose, qui sont en Floride, sur la côte Est et en Californie, et qui appartiennent tous à la Wikimedia Foundation. Auparavant, on avait quelques serveurs aux Pays-Bas et en Corée du Sud, mais ils ont été rapatriés aux États-Unis pour des questions essentiellement des questions de législation sur les hébergeurs de contenu sur Internet. C'est assez compliqué quand on est un site mondial de jouer avec les différentes législations qui ne demandent pas les mêmes choses, qui n'autorisent pas et qui n'interdisent pas les mêmes choses suivant les pays. Donc c'est un peu compliqué. Par exemple, certains articles posent des problèmes dans certains pays. Wikipédia est bloqué dans un certain nombre de pays. Donc tout a été mis aux États-Unis pour avoir une seule législation. Et au niveau financier, donc pour payer ses serveurs, la bande passante, pas mal de choses comme ça, Wikipédia et tous les projets Wikipédia sont financés par les dons des internautes.
Et tous les ans, depuis 2007, vous voyez au mois de novembre, décembre apparaître un gros bandeau plus ou moins joli et plus ou moins tape à l'œil qui vous demande, avec des yeux éplorés du fondateur de Wikipédia, de lever un peu d'argent. Parfois on met des jeunes filles aussi pour attirer les donateurs. Je plaisante un peu, mais en gros c'est ça. Et on se finance uniquement avec des dons d'internautes comme vous, et je pense que statistiquement il doit y en avoir dans la salle. Et donc par exemple, pour vous donner une idée, cette année en France, on a levé 1 600 000 €, donc ce qui est pas mal, en un mois, enfin en 5 semaines, et par 55 000 donateurs différents. C'est-à-dire que la moyenne du don est vraiment un don à 20, 30 euros. On le voit, les donateurs ont la possibilité de laisser un mot disant pourquoi ils donnent à Wikipédia. Et on voit que les gens, c'est vraiment monsieur, madame, tout le monde qui donne de l'argent en disant je profite de ce site toute l'année. J'ai compris que vous étiez un projet plutôt humaniste et plutôt bienveillant, vous n'avez pas de publicité, vous ne demandez pas de l'argent tout le temps, je participe. Et du coup, c'est vraiment des dons individuels. On n'a pas de dons d'entreprise, on n'a pas de mécénat pour l'instant, on n'a pas besoin, donc autant s'en passer. Pas de subvention publique. On a simplement du cofinancement sur quelques projets spécifiques avec, par exemple, avec l'organisation de la francophonie, on a des projets sur l'Afrique francophone, où là, ils nous aident matériellement sur certains aspects. Mais sinon, c'est vraiment du don privé. J'aimerais savoir comment vous arrivez quand quelqu'un modifie un texte, comment faites-vous pour vous en apercevoir? Parce qu'il peut être modifié à tort ou à raison. D'accord. Alors, je vais regarder si j'arrive à me connecter sur Internet, là. Normalement, ça devrait aller. Je vais vous montrer comment on fait. Hop. Donc, ça capte. Exception de sécurité. Alors, voici ça capte ici. C'est bon. Hop. Je vais vous montrer comment on se rend compte. Je ne vous ai pas tout montré, mais... En fait, il y a des pages qui servent aux contributeurs à voir, par exemple, toutes les modifications qui sont faites sur un laps de temps donné. Donc, si j'arrive à me connecter, oui, c'est bon, ça marche. Je vais vous montrer directement sur Wikipédia. C'est pas très rapide. Et donc en fait les contributeurs, soit par la liste de suivi, je vous ai montré tout à l'heure, je vous ai juste indiqué la liste de suivi, bon, je crois qu'on va pas y arriver. Donc soit sur la liste de suivi en tant que contributeur, on peut aller regarder ce qui a été fait sur les articles qu'on suit particulièrement, soit on a des pages, alors c'est accessible sur les liens de gauche où vous avez marqué modifications récentes, et sur ces modifications récentes, vous avez en temps réel toutes les contributions qui sont faites. Donc, de cette manière-là, les contributeurs, ceux dont je disais qu'ils jardinaient sur Wikipédia, ont la possibilité de voir en temps réel tout ce qui se fait et d'aller vérifier si la contribution semble bonne ou pas bonne. Et puis, on a dans les robots qui agissent sur Wikipédia, il y en a un qui est particulièrement performant et qui est un robot qui sert à lutter contre ce qu'on appelle le vandalisme, donc les mauvaises modifications. Et qui a été codé, qui a été programmé pour retirer au maximum tout ce qui est du vandalisme un peu bête. Par exemple, dans ce qu'on appelle le vandalisme sur Wikipédia, il y a des formes très basiques de vandalisme qui sont par exemple quelqu'un clique sur modifier, supprime tout le contenu d'un article, par exemple. Ce robot est capable de le détecter et va directement annuler la modification et revenir à l'état antérieur et en plus mettre un mot au contributeur en disant que c'est pas bien ce qu'il fait. Voilà, ça c'est. Il est aussi capable de détecter un autre type de vandalisme qui est. Il n'y a pas trop de collégiens, donc je peux me permettre de taper sur les collégiens, parce qu'il y a beaucoup de collégiens qui font du vandalisme, ils sont persuadés d'avoir piraté Wikipédia quand ils modifient, ils ont juste compris comment ça marchait, et qui vont cliquer sur modifier et par exemple appuyer sur la lettre R et faire 45 R d'affilée. Ça, le robot est capable de dire ça, probablement c'est pas une modification encyclopédique, je la supprime.
Et le robot a aussi un carnet de vocabulaire qui contient un maximum d'injures et de mots qui posent un problème. Et à chaque fois que ce type de mot apparaît dans un article, il va supprimer la contribution parce que statistiquement, 99,99% du temps, c'est une modification problématique, sauf quand c'est des chansons de Georges Brassens, par exemple. On a eu des soucis parce que les chansons de Georges Brassens ont pas mal de mots d'argot. Mais, et on avait même à un moment le grand jeu de certains petits plaisantins était d'annoncer la mort des personnalités. Donc ils disaient que, en général, c'était en lien avec la nouvelle star. Et à chaque fois, ils n'arrêtent pas d'annoncer des morts. Et on avait, le robot avait été programmé pour détecter toutes les annonces de mort sur Wikipédia et les lister dans une page à part où là on pouvait vérifier si c'était une vraie mort ou pas une vraie mort. Bon, au final, il y avait quand même beaucoup de vraies morts, donc c'était pas très facile à faire, mais on a cette capacité-là de mettre les contributions à part, par exemple, si elles nous semblent, de les lister quelque part si elles nous semblent problématiques et puis d'aller les vérifier à la main. Et depuis quelques mois, ça doit bien faire 1 an maintenant, on a la possibilité de mettre ce qu'on appelle un filtre. Donc un contributeur qui commence à écrire un article où il y a un nombre il y a plein de liens vers des sites genre Facebook, YouTube, etc. On se doute qu'il n'y a pas forcément d'encyclopédisme dedans. On va lui mettre une petite étape supplémentaire avant de sauvegarder sa contribution en disant êtes-vous réellement sûr que votre modification est encyclopédique? Et ça a un certain effet sur la baisse du vandalisme. Donc il y a à la fois, pour résumer, il y a la liste de suivi, les modifications récentes qui permettent de voir en permanence ce qui se passe, et les robots qui font aussi ce travail de maintenance de base, quoi, vraiment, maintenance de base. Merci. Et juste pour rajouter une toute petite chose, ça marche parce qu'il y a la masse critique nécessaire pour surveiller les articles. Sinon, ça ne marcherait pas. Je voulais vous demander concrètement, le site Wikipédia dans le monde, est-ce qu'il a des salariés? Si oui, combien? Sinon, une deuxième question, j'ai entendu parler vaguement d'une histoire d'un collégien justement qui a modifié un article parce qu'il devait recopier, il l'a recopié pour un exposé, il a écrit dans la discussion qu'il l'avait modifié, qu'il ne fallait pas y toucher en attendant que son prof lui corrige le truc. J'aimerais bien avoir des explications. Alors, sur la première partie, le site Wikipédia en lui-même, c'est un site internet. Donc, un site internet, c'est juste un site. Par contre, la Wikimedia Foundation a des salariés, et à peu près une centaine, ce qui pour un site qui est le 5e site mondial est assez faible, comme nombre de salariés, qui sont pour une bonne moitié des gens qui vont s'occuper de la maintenance informatique, qui sont des techniciens, des informaticiens, qui s'occupent de faire tourner la machine, on va dire. Et pour l'autre moitié, il y a toutes les personnes qui s'occupent de la gestion financière, et puis un peu de la communication, relations presse, et d'autres personnes qui s'occupent de monter des projets dont je ne vais pas trop parler là, mais des projets qui visent à donner accès à Wikipédia dans des endroits où ce n'est pas forcément le cas, ou à former des contributeurs. Et puis, à côté de la fondation, il y a des associations dans une 40aine de pays, dont la France, qui sont des associations locales, qui font le même travail, hormis la partie hébergement du site, de explications, relations publiques, partenariats, etc., dont Wikimedia France. Et ces associations, pour certaines, ont des salariés. Et par exemple, en France, il y a 5 salariés. Donc moi, je suis une des 5 salariés de Wikimedia France. Mais on est très peu. Il y a la majeure partie de ce qui se fait sur Wikipédia est bénévole. Et en tant que salarié, mon travail en tant que salarié n'est pas de contribuer sur Wikipédia. Personne n'est payé par le mouvement Wikimedia pour contribuer sur Wikipédia. Moi, mon travail, c'est de faire ce que je suis en train de faire là, de vous expliquer, je fais plein d'autres trucs, hein, mais de vous expliquer comment ça fonctionne. Puis après, le soir, le week-end, je peux remettre ma casquette de contributrice bénévole et j'écris des articles bénévolement. Mais la rédaction, c'est bénévole. Deuxième point sur les collégiens, décidément, qui ont les oreilles qui sifflent. Oui, il y a pas mal de gens qui utilisent Wikipédia pour des fins différentes. Alors parfois, c'est un collégien qui modifie Wikipédia pour le rendre conforme à la réalité de son exposé à lui. Ou qui va... je crois que l'histoire en question, c'était un collégien qui avait complètement recopié Wikipédia et puis qui ensuite avait modifié l'article pour que son prof ne se rende pas compte qu'il avait copié Wikipédia. Donc là, en général, on ne tient pas compte de ces demandes, mais il y a eu aussi des histoires de profs qui
pour piéger leurs élèves, mettaient des erreurs exprès dans Wikipédia, ce qui n'est pas très très intelligent non plus. Voilà, donc ça arrive, c'est complètement marginal dans Wikipédia, mais ça arrive. Ouais. Et ça arrive aussi qu'il y ait des gens qui, pour nuire à une personne célèbre, par exemple, mettent des choses fausses dans Wikipédia. Comme tous les... Alors, les choses qui sont grossières ou qui sont sur des articles extrêmement fréquentés partent extrêmement vite. Il y a à peu près 95% des erreurs qui sont retirées dans les 5 minutes. Par contre, un article qui va être peu consulté, une erreur peut rester plus longtemps. On avait eu le cas il y a quelques années d'un homme politique, un député je crois, qui était pas très content parce que quelqu'un avait révélé son homosexualité sur l'article sur Wikipédia. Et il fait tout un foin dans les journaux en disant oui mais c'est scandaleux, j'ai été outé par Wikipédia, etc. Donc déjà on lui explique que c'est pas Wikipédia, c'est une personne qui l'a fait, donc il faut qu'il s'attaque à cette personne s'il y a besoin. Et puis ensuite on lui dit écoutez quand même monsieur, votre article il était consulté par à peu près 40 personnes, dont probablement 30 robots indexeurs de contenu par mois. Donc en grosso modo personne n'a vu ce qui était écrit. Par contre depuis que vous l'avez crié partout dans la presse, on a à peu près 5000 consultations par mois. Donc réfléchissez 2 secondes, contactez-nous avant de crier partout, on vous explique comment retirer cette information si elle n'est pas vraie par exemple. Et puis voilà, mais il y a des tentatives d'instrumentalisation de Wikipédia pour des causes personnelles. Ça reste marginal, grosso modo. Ça reste marginal. Quel est le degré de fiabilité de Wikipédia, par exemple? Je ne vous donnerai pas de degré de fiabilité dans le sens où incapable de vous le dire. On fait des contributions, mais elles peuvent être erronées aussi. Oui, elles peuvent être erronées. Il y a le vandalisme, il y a les contributions erronées. Le principe de Wikipédia, c'est de se dire si on est une grosse masse de contributeurs, statistiquement, les erreurs vont être corrigées. En fait, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'un article où personne ne passe, sa fiabilité est potentiellement moins bonne qu'un article qui a été relu par 5000 personnes. Je ne peux pas vous donner de taux de fiabilité de Wikipédia, mais aucun ouvrage ne vous donnera un taux de fiabilité. Aucune encyclopédie ne vous dira c'est 100% exact. Moi, j'ai découvert des erreurs monstrueuses dans des bouquins universitaires qui c'était soit c'est une faute de frappe sur une date qui change de 2 siècles, un truc, soit c'est une erreur d'interprétation, quelque chose qui est daté, etc. Donc une contribution erronée, oui, il y en a probablement plein. Le tout, c'est de se dire, d'une part, je prends du recul par rapport à ce que je dis sur Wikipédia, et c'est pour ça que c'est important d'avoir des sources. D'où est-ce que cette information qui me semble erronée sort? Elle sort de tel ouvrage? Effectivement, c'est un ouvrage historique qui a 150 ans, la connaissance a progressé depuis, il faut rectifier l'article avec un ouvrage plus récent et qui est peut-être plus au fait des dernières recherches. Donc il y a le vandalisme, ok, ça c'est un truc qui se gère assez bien. Sur les erreurs, ça s'améliore au fur et à mesure. Globalement, la qualité s'améliore petit à petit, plus vite sur certains sujets, moins vite sur d'autres. Mais c'est pour ça que c'est vraiment important de garder un esprit critique sur ce qu'on lit sur Wikipédia, mais comme on garderait un esprit critique sur ce qu'on lit dans les journaux ou dans n'importe quel ouvrage, c'est-à-dire ce ne sera jamais garanti à 100%. Aucune encyclopédie ne vous garantit son contenu comme exact à 100% parce que tout simplement c'est pas possible. Donc le taux de fiabilité, je vous dirais, les articles de sciences durs en général sont considérés comme étant d'un bon niveau, les articles de mathématiques notamment sont considérés comme étant d'un bon niveau. Il y a pas mal d'ouvrages universitaires qui renvoient vers les articles de Wikipédia, tellement ils sont bons. Sur d'autres sujets, ça peut être beaucoup plus variable. Il suffit qu'un bon contributeur assez compétent dans son domaine s'attaque à un sujet et on peut avoir tout d'un coup une montée du niveau des articles assez rapide sur une thématique. Grosso modo, plus un article est sourcé, développé, avec une page de discussion active, plusieurs contributeurs qui sont passés dessus, plus la fiabilité est bonne en général. Mais je ne vous donnerai pas de certitude. Je voudrais revenir justement sur cette notion de fiabilité. Je m'occupe personnellement d'un site web qui traite spécialement sur les mangas et l'animation. Donc il y a beaucoup d'erreurs là-dessus sur Wikipédia. Et notamment, on a un contributeur de Wikipédia qui est un de nos lecteurs, qui un jour s'est plaint à nous parce que justement, Wikipédia avait supprimé absolument toutes ses contributions sous prétexte que justement sa principale source était notre site. Et donc il considérait ça comme de la publicité.
Et justement, cet internaute, donc, qui était notre lecteur, avait corrigé de nombreuses erreurs de Wikipédia qui du coup étaient revenues, parce que en fait, les gens qui corrigent ne sont absolument pas des spécialistes, alors que ce contributeur, justement, se basait sur les interviews qu'on faisait des auteurs, sur des choses qui étaient vérifiables par rapport au site qu'on gérait. Quel est justement le problème de ces... Comment aller plus haut? C'est un problème de discussion. C'est clairement un problème de discussion. C'est-à-dire que si effectivement un internaute arrive, corrige 50 pages en mettant 50 fois le lien vers votre site, ça peut paraître comme une tentative de promotion de votre site. Surtout s'il ne commande pas ses modifications, s'il n'explique pas ce qu'il est en train de faire. En fait. S'il n'explique pas qu'il corrige des erreurs, et c'est probablement ce qui a dû arriver. Et donc on se sort de ce type de situation par la discussion, en expliquant ce qu'on fait, en disant ce site est un site fiable pour telle et telle raison, il peut servir de source parce qu'il est fiable pour telle et telle raison. Il y a des erreurs sur je sais pas, les interprétations, sur soit des trucs très factuels, soit sur des interprétations. Et il me semble être une source fiable pour corriger ces erreurs. Mais en général, déjà, c'est pas Wikipédia qui supprime, c'est toujours un contributeur ou deux contributeurs qui vont supprimer. Et très 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 souvent, le type d'expérience que vous me racontez, il y a pas mal de gens qui me le racontent, c'est un problème de discussion. Mais justement, le problème, c'est que là, il avait une personne en face de lui qui avait supprimé. Il avait contribué pendant extrêmement longtemps. Donc, un jour, ça a été complètement supprimé. Il a essayé de discuter avec cette personne, il nous a dit. Et le problème, c'est qu'il y avait une fin de non-recevoir. Et comment on peut faire appel? On va chercher un tiers facile. Enfin, dans la communauté des contributeurs, il y a un moment, on passe à un tiers qui va arbitrer, quoi, en disant écoute, tu supprimes pas tout comme ça, il t'explique pourquoi il pense que c'est important de changer tel ou tel article. À partir du moment où on est à distance, on ne se connaît pas, on est souvent sous pseudonyme, on ne sait pas qui sont les gens, il faut faire intervenir un tiers ou discuter. Si la discussion ne marche pas, on fait intervenir un tiers. Si le tiers ne s'en sort pas, il fait venir quelqu'un d'autre. Et ça peut arriver que sur un micro-problème, ça dégénère complètement, parce que, en général, c'est quand il n'y a pas de discussion sereine. Peut-être la personne, le contributeur de Wikipédia qui supprime tout, n'est pas de bonne foi, c'est possible. C'est possible. C'est pour ça que c'est important d'aller chercher un tiers, de fonctionner, d'essayer au maximum de discuter, quoi. Ça peut prendre du temps. Oui, du coup, la personne, je sais qu'elle a arrêté. Oui, voilà, malheureusement, souvent, les gens peuvent se dégoûter, mais s'ils s'y rentrent bien dans le processus, ça peut être long, mais en général, on en sort plutôt par le haut que par le bas. Alors, j'aurais une autre question, par contre, par rapport au projet Wikisource. Il existait déjà depuis très longtemps, le projet Gutenberg. Ouais. Donc, en fait, c'est un projet concurrent. Plutôt ami que concurrent. Plutôt ami. Pourquoi est-ce que le projet Gutenberg, pour peut-être ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu le même système que Wikisource, par contre avec un niveau de validation un peu moins élevé. C'est-à-dire que sur Wikisource, une page est considérée comme corrigée quand elle a été validée par au moins 2 personnes différentes qui ont relu intégralement la page en certifiant que c'est bien un facsimilé de la page de droite, on va dire. Mais c'est le même principe que le projet Gutenberg. Mais je crois que le projet Gutenberg est un peu moins strict sur la validation, mais par contre a une certaine antériorité dans le... Mais du coup, il y a pas mal de textes qui se baladent entre Gutenberg et Wikisource. C'est plutôt très ami que concurrent. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est le même esprit. Il y a plus de questions. Oui, bonsoir. Comment expliquez-vous la présence de Wikipédia sur Google dès la première page, dès le premier lien? Est-ce que c'est uniquement dû à sa popularité et à la page en... Alors, il y a 2 choses. Il y a d'une part le fait que effectivement c'est un site qui est populaire, et puis l'algorithme de Google est tout sauf un algorithme naturel. Enfin, je pense que vous le savez. Il fait croire que c'est naturel, mais c'est pas vrai.
Et du coup, Google privilégie les sites qui sont d'une part extrêmement liés depuis d'autres sites, donc ça c'est ce qui fait remonter naturellement, et puis Google privilégie également des sites qui sont bien structurés et accorde de lui-même une confiance particulière à certains sites et décide de les faire remonter plus haut. Et Wikipédia a d'une part est extrêmement lié depuis d'autres sites, d'autre part est extrêmement structuré, c'est la même présentation sur toutes les langues, donc ça représente des millions, il y a 25 millions d'articles aujourd'hui dans toutes les langues, donc c'est une masse assez importante, structurée toujours de la même façon. Donc pour les robots de Google, ils trouvent un nouvel article de Wikipédia, quand vous créez un nouvel article il y a 5 ans, il fallait parfois 2-3 jours avant qu'il soit indexé par Google, aujourd'hui en 5 minutes c'est fait, parce que les robots de Google les récupèrent directement. Et en plus, Google a décidé de favoriser Wikipédia. Pour eux, c'est important que leurs internautes trouvent rapidement la réponse à leurs questions. Donc, ils favorisent Wikipédia. Ce que je vous dis là, c'est ce qu'on en a déduit. C'est-à-dire que Google ne dit jamais pourquoi. Il met tel ou tel site en haut. Nous, à partir du moment où on sait qu'on ne paye pas Google pour être en haut, donc parce que ce n'est pas une question d'argent, on se dit, voilà, il y a la question des données structurées et puis le fait que Google, on sait que Google attribue des sortes de notes de confiance en fait à certains sites. Donc Wikipédia arrive en tête, mais ceci dit, sur les autres moteurs de recherche également, sur Bing, sur Yahoo, sur même des Exalid, d'autres moteurs complètement. C'est pas forcément en premier, mais ça arrive quasi tout le temps sur la première page. Ouais. Plus de questions? Juste pour dire que la conférence qui est enregistrée sera aussi sur Wikipédia. Ça, je ne sais pas. Ce qui est encyclopédique. Bien, merci à tous. Et puis, n'hésitez pas à vous renseigner à l'atelier si vous souhaitez participer à l'atelier multimédia, si vous souhaitez participer aux ateliers de contribution. On en refera effectivement, peut-être même dès le mois d'avril. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner. Et puis, n'hésitez pas aussi à venir nous voir pour le mois du logiciel libre. On a encore d'autres animations, surtout des ateliers. Et puis demain, on a un petit rendez-vous l'après-midi à 14h sur une solution d'hébergement de fichiers en ligne. Et puis, important aussi, le samedi 30 mars, on fera une présentation à l'atelier multimédia sur les Fab Labs, donc, qui sont en fait des endroits, des laboratoires avec du matériel numérique qui fonctionne avec des logiciels libres et qui permettent de créer des objets, d'inventer de nouvelles choses. Voilà.